La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, le budget programme relatif à la loi de finances. Les présidents d'institutions et secrétaires généraux des ministères planchent notamment sur la fonction, le rôle et la responsabilité des ordonnateurs, travaux orientés selon les directives de l'UEMOA. La visite du FAEJ à 3 de 16 entreprises bénéficiaires, chacune évolue dans son domaine, et visite de terrain dirigée par la ministre Victoire Tomé-Gadobé. Constat satisfaisant dresse les bénéficiaires. Et puis, cette rencontre sur l'hygiène menstruelle, ça s'adresse notamment aux jeunes filles, initiative de Bonneforden à l'approche de la journée de l'hygiène menstruelle. Et ce sera le 28 mai. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Le budget programme relatif à la loi de finances pour commencer. Donc ce soir, il fait l'objet d'une rencontre des présidents d'institutions et des secrétaires généraux des ministères. Il plonge notamment sur la fonction, le rôle, la responsabilité des ordonnateurs. Les directives UEMOA doivent guider les travaux. Les précisions d'Ede Koussao et d'Emsosoukou. Dernière ligne droite du processus d'exécution du budget programme au Togo. Démarrée depuis bientôt 5 ans, la formation des acteurs concernés se poursuit. Cette dernière concerne les ordonnateurs. C'est dans la dynamique de l'application et la mise en œuvre des directives de l'UEMOA conformément au principe de la gestion axée sur les résultats. Une nouvelle mode de gestion des finances publiques s'impose. Les ordonnateurs seront donc soumis à un contrôle de performance. D'abord, un ordonnateur, c'est celui qui donne l'ordre d'exécuter une dépense, de livrer un service, de faire en sorte que la loi des finances telle qu'adoptée par le législateur, par l'Assemblée, soit exécutée telle qu'elle. Il faut aligner les dépenses sur des résultats qui sont perçus par les citoyens et les citoyennes, par les consommateurs, par les consommatrices. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est la loi organique de la loi des finances votée en 2014, et nous allons approfondir et voir le rôle des ordonnateurs. L'ordonnateur pourra, dans certains cas, déplacer des sommes pour mieux servir les citoyens et les citoyennes. C'est ce qu'on appelle la fongibilité asymétrique. Produire plus de résultats avec les mêmes ressources, c'est en somme le but final. Cette nouvelle démarche, le gouvernement togolais se l'approprie et depuis 2013 s'y attelle pour être en phase avec les réformes budgétaires. Ça veut dire que désormais, lorsque le budget est voté, pour chaque institution, chaque ministère, ce budget est assorti des indicateurs de mesure des résultats. Et donc, c'est la performance. Et cette performance, lorsque les indicateurs sont atteints, on dit qu'on est performant. Or, avec les budgets de moyens aujourd'hui, on ne peut pas parler de gestion par performance. Tous les départements ministériels ont leur budget programme. Toutes les institutions ont leur budget programme. Maintenant, on est en train d'aller à la mise en œuvre. Et donc, les autorités, notamment le ministre de l'économie et des finances, a pris l'engagement aux discussions budgétaires. Il va présenter le budget sous forme de budget programme pour information à l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale sache où on va. Et l'ambition, c'est de basculer en 2020 en budget programme. Avec la nouvelle configuration, les présidents des institutions seront ordonnateurs principaux des dépenses de leurs institutions respectives au même titre que les ministres. Ils prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. Et pour éviter toute dérive dans la gestion des finances publiques, il est prévu de déployer auprès des ordonnateurs des corps de contrôle. L'acte est obligatoire et consacre la prise de fonction. Madame Sonraï Koudi Ikpindi, épouse Napo, comptable public jusqu'ici, nommée payeur général de l'État togolais, a donc prêté serment ce matin. Cérémonie devant la cour d'appel de Lomé. Le récit, Sergine Raimondo, Clarisse Aticlé. Je le jure. Serment solennel de Ikpendi Kondi Sonraï, épouse Napo, en tant que payeur général de l'État.
Nommée par décret présidentiel le 27 mars dernier, elle s'engage à remplir sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées avec loyauté, probité et fidélité. Et c'est devant la Cour. C'est un acte très important que je viens de poser. C'est au cours de ces prestations-là que les comptables publics jurent de s'acquitter de leurs fonctions et de rendre compte de l'utilisation des fonds qui sont mis à leur disposition et de respecter les lois et règlements qui sont relatifs au bon emploi des deniers publics. Je voudrais exprimer toute ma gratitude aux autorités, aux ministres et en particulier au chef de l'État qui a placé cette confiance en moi en me nommant au poste de payeur général de l'État. Le payeur général de l'État a donc l'obligation d'exécuter les dépenses budget de l'État, d'informer et de rendre compte de la gestion des fonds mis à sa disposition à travers les états financiers. Après la lecture des articles du Code pénal relatifs au détournement de deniers publics par le procureur général et dont l'objectif est de faire mesurer à l'impétrante la portée des responsabilités qui sont désormais les siennes, la Cour la renvoie à l'exercice de ses fonctions. Nous ne doutons donc pas de votre maîtrise des principes régissant vos fonctions, en espérant que vous mesurez l'importance des responsabilités qui sont les vôtres en qualité de payeur général de l'État. La Cour à présent vous donne acte de votre prestation de serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Nous voulons enfin nous joindre au parquet général pour vous présenter nos chaleureuses félicitations et vous souhaiter une bonne suite de carrière. Ipendi Kondi Sonrai Napo est titulaire d'un DUT de gestion et d'un diplôme de l'École nationale d'administration ENA, cycle 3, option finances publiques. A signaler dans l'actualité ce soir la visite d'amitié du travail du chef de l'État Faure Gnassingbé à Libreville au Gabon. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport, vous allez le voir, l'aéroport Léomba de Libreville par son homologue gabonais Ali Bongo Odimba. Au cours de cette visite, eh bien, il sera question donc de la coopération bilatérale et sud-sud qui ont été donc au cœur des échanges. Les deux hauts dirigeants et présidents en exercice de la CEDEAO et de la CEAC ont abordé aussi des discussions portant sur la redynamisation des relations entre les deux institutions sous-régionales. Vous découvrez là donc les images et l'ambiance qui a prévalu à l'arrivée du président Faure Gnassingbé à l'aéroport de Libreville.
Et voilà l'image et l'ambiance qui ont régné donc à l'arrivée du président Faure Gnassingbé ce jeudi à Libreville, à l'aéroport Léon-Bas de Libreville. Je signale également que la CEDEAO et la CESC vont tenir à Lomé dans les prochains jours une réunion de haut niveau. Nous reviendrons dans son intégralité donc sur les images de cette visite du président Faure Gnassingbé à Libreville. Nous vous l'annoncions hier aussi, Lomé accueille demain vendredi et ce jusqu'au 28 mai la réunion des experts et ministres des Transports de l'Afrique. 21 délégations sur les 23 annoncées ont foulé déjà le sol togolais ce jeudi. Les 21 délégations accueillies toutes à l'aéroport général Gnassingbé et Yadema de Lomé. Nous allons écouter une interview avec les images des arrivées. Bonjour, ça va? Nous avons reçu un accueil très fraternel et très chaleureux. Nous constatons une très bonne organisation. Nous sommes là effectivement pour participer à une réunion qui concerne des dispositions à prendre pour le marché unique du transport aérien africain. Vous savez, l'Afrique est en train de souffrir du manque d'une compagnie africaine en tant que telle. Ce projet de mettre en commun, d'avoir une synergie des pays africains pour le transport aérien, je crois que beaucoup de pays vont être désenclavés et cela va booster, si vous voulez, le développement des pays africains. Nous sommes donc là pour cette réunion et nous attendons l'ouverture des travaux pour participer activement et faire tout ce qui est possible pour l'aboutissement de ce projet. Et l'ouverture des travaux, c'est demain, vendredi, à Lomé, dans notre capitale. Le FAEJ à la rencontre ce matin de ses bénéficiaires. 3 entreprises, elles évoluent chacune dans son secteur. Elles ont été toutes donc financées par le Fonds d'aide aux initiatives économiques des jeunes. À la tête de la délégation, la ministre Victoire Tomé-Gadobé. La visite, le compte rendu, Serge Tastom et Félix Simdacha. Cette fabrique de savon emploie 8 personnes, une entreprise mise sur pied par Dame Napo Winseu. Tout comme elle l'a fait, entreprendre est devenu le moyen le plus sûr et loyal de l'auto-emploi et de l'auto-prise en charge par lesquels plusieurs jeunes Togolais laissent leur marque sur la scène nationale et internationale. Ici, à l'établissement Togo Simé, c'est Madame Ala Asogba Lucia qui est la propriétaire et patronne de cet espace commercial où elle vend des produits locaux naturels. Comme la première, ces 2 jeunes dames gagnent leur vie à travers leurs entreprises, comme c'est le cas de Bessan, directeur de la société Champizo. Quelques stratégies que nous avons su utiliser, ça a été d'abord notre réseau de distribution des produits. Donc vous savez que avant que vous ne soyez connu, il faut que votre produit soit accepté, votre produit soit consommé, votre marque soit reconnue. Au début, les clients négligent le produit, malgré que c'est efficace. Ils disent que c'est amer, c'est quoi, ça sent mauvais, tout ça là. Bon, grâce à Dieu, nous avons pu surmonter ces défis. Et le partenariat que nous avons gagné, qui nous a amené ici, c'est le client. Pour ça, je remercie d'abord l'équipe de FAEJ. Ils nous ont soutenus en conseil, en technique, en formation sur la gestion, sur comment gérer les clients. Nous avons remarqué que la plupart de nos maladies proviennent de notre alimentation. Donc si nous sommes regardants par rapport à ce que nous consommons, nous aurons une meilleure santé. C'est pour cela que vous verrez nos mots forts. La santé n'est ni à l'hôpital ni à la pharmacie.
met dans le plat, que ton aliment te donne la vie. Et un autre mot fort que nous avons à Togo-Simé, c'est que ici resplendit la santé. C'est pour cela que nous y attelons chaque jour pour pouvoir amener la population à comprendre les bienfaits des produits locaux, à comprendre l'importance de consommer naturel, de consommer bio. Pour accompagner ces jeunes entrepreneurs, comme il en est pour plusieurs à travers le pays, le gouvernement, à travers le Fonds d'aide aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, leur a apporté un appui technique et surtout financier. Après 4 ans pour les uns et 5 ans pour les autres, les résultats sont à la mesure des promoteurs et cette descente du ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes témoigne du souci et du soutien incontestable du gouvernement pour aider les jeunes Togolais à être de véritables modèles de réussite. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse. C'est des jeunes qui ont accepté d'être accompagnés et qui ont développé une certaine résilience, qui ont eu beaucoup de courage, qui ont persévéré, qui ont beaucoup travaillé, qui ont été disciplinés et qui ont respecté leurs engagements, qui ont pu établir des partenariats et qui les ont aidés à réussir leur entreprise. Et c'est des jeunes aujourd'hui qui emploient une centaine de jeunes. Ça donne envie de faire plus. Ça vous donne cette énergie de dire on peut faire plus que ça, on peut encore accompagner d'autres jeunes. Ce que nous notons, c'est qu'il faut absolument de la volonté. Et nous constatons chez la plupart des jeunes. Parce que pour pouvoir se faire former, il faut avoir la volonté de sortir de sa maison et d'aller. Il faut avoir la volonté d'aller chercher de l'information. Mais également, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut observer l'environnement et chercher à créer une certaine fusion avec l'environnement. Et c'est ce que ces jeunes sont en train de faire. Ils le démontrent, ils le témoignent. Également, il faut travailler. Il ne faut pas seulement vouloir, mais il faut toujours se mettre au travail, être discipliné et être attentif, être à l'écoute et de la famille et des coachs et de ceux qui font l'encadrement et essayer de s'ouvrir aux autres pour donner la satisfaction à ceux qui vous entourent. Oser, c'est bien, et le faire avec détermination et abnégation est gage de succès. Et l'exemple de ces jeunes entrepreneurs fait d'eux des modèles de l'entrepreneuriat au Togo. D'un modèle qui suscite espoir vu les prix qu'ils remportent déjà sur le plan international. Et la suite est ce communiqué conjoint du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du ministre de la Santé, de la Protection sociale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministre de la Santé, de la Protection sociale informent toute la population qu'il a été signalé le 18 mai 2018, un événement marqué par la découverte de milliers de poissons morts dans le lac de Toro, au Bénin, dans la commune d'Atiémé, localité frontalière avec le Togo au niveau de Bamono. Des sources concordantes en provenance du Bénin indiquent qu'il s'agirait d'un empoisonnement des poissons du lac par un produit de nature inconnue pour l'instant. Il s'agit d'un événement inattendu, jamais enregistré, qui peut entraîner une intoxication alimentaire collective grave au sein des populations. Pour assurer la protection des populations, des mesures ont été prises pour intensifier des contrôles aux frontières par les services compétents en vue d'empêcher l'entrée des poissons suspects sur notre territoire. Par conséquent, toute cargaison de poissons en provenance du Bénin à destination du Togo, non accompagnée de certificat sanitaire, sera purement et simplement saisie et détruite. Par ailleurs, toute intoxication consécutive à la consommation de poissons devrait être immédiatement signalée au centre de santé le plus proche. Les ministres invitent la population à la vigilance et l'application scrupuleuse des présentes dispositions. Voilà donc ce communiqué conjoint des ministres de l'Agriculture et des ministres de la Santé. Avec nous, justement, par rapport à ce communiqué avec nous ce soir sur ce plateau, monsieur Dr Christian Domtani Ali, vous êtes directeur des pêches et de l'aquaculture. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tovo. Alors, vous avez suivi le communiqué, tout comme nous. Quel commentaire faites-vous d'abord de ce communiqué? Merci, monsieur Dovo. D'abord, il faut rassurer la population. En fait, l'information a été diffusée d'abord sur les réseaux sociaux et comme cela, c'est des rumeurs. Et par rapport à cela, les services techniques de l'État sur instruction des ministères respectifs se sont rapprochés des services techniques du Bénin pour confirmer les informations. Et compte tenu du fait qu'au niveau du Bénin,
ils sont en train de faire des investigations pour déterminer la nature de la substance, mais pas mesure de précaution. Au niveau du Togo, un comité s'est mis en place et les services techniques ont pris des précautions, surtout dans la zone frontalière avec le Bénin, et notamment avec l'administration territoriale, le préfet de la zone, la direction de l'environnement régional, le ministère de l'Agriculture, la direction régionale, le ministère de la Santé également. Et avec les populations, les collectivités locales, une équipe de veille a été mise en place, et notamment sur le pont d'Agomegloso, qui sert surtout de passage entre les deux pays. Et donc, par rapport à cela, des mesures sont prises. Oui, justement, on peut revenir concrètement sur les mesures qui ont été prises pour empêcher l'entrée sur notre territoire de ces poissons ou de ces éventuels poissons contaminés. Oui, bon, par rapport au Togo, les mesures prises, c'est les équipes de veille, les brigades qui ont été mises en place au niveau d'Agomegloso et le long de la frontière jusqu'à Aného pour faire l'inspection. Donc, tout produit qui arrive, si c'est des poissons, il s'est saisi. D'ailleurs, on a déjà des alertes sur des poissons fumés qui sont arrivés dans la zone. Est-ce que vous connaissez la nature des poissons? Est-ce qu'il est précisé le type de poisson ou on doit se méfier de tout poisson en provenance du Bénin? Oui, étant entendu que c'est l'eau du lac, il y a plusieurs espèces de poissons qui y vivent. Donc, par précaution, c'est de faire en sorte que tous les poissons qui proviennent de la zone soient bloqués. Alors, un mot sur s'il n'y a pas de certificat sanitaire certifié par les services vétérinaires, autorités compétentes du pays, pour s'assurer de la qualité de ces produits. Voilà, un dernier mot à l'endroit justement de la population pour la rassurer par rapport à cette alerte donnée. Oui, par rapport à la population, il faut dire que les services de l'État sont à pied, des dispositions sont prises et donc nous veillons matin, soir et nuit pour que les produits pêchés ou bien ces produits par malveillance ne soient pas introduits sur notre territoire. Et si par hasard quelqu'un s'hasardait, ces produits seront purement et simplement saisis et détruits. Voilà, il est à noter également que tout cas suspect en cas de contamination, d'intoxication doit être signalé également auprès des services de santé. Oui, absolument. Merci beaucoup, Dr Christian Dantali Ali. Je rappelle que vous êtes le directeur des pêches et de l'aquaculture. Merci pour toutes ces précisions que vous nous apportez ce soir. Également dans l'actualité, le projet Mettre fin au sida en Afrique de l'Ouest. Le projet lancé ce jeudi à Lomé, c'est pour accélérer les progrès vers les objectifs 90-90-90 et une génération sans sida à l'horizon 2013, à l'horizon 2030. Les précisions Aïcha Zebro, Ramdan Bassina. Selon l'ONU-SIDA, 42% des PV-VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre connaissent leur statut sérologique. 35% sont sous traitement antirétroviral et seulement 25% ont une charge virale supprimée. D'où la nécessité de redoubler d'efforts dans la lutte contre ce fléau. Le nouveau projet dénommé Mettre fin au VIH-SIDA en Afrique de l'Ouest, financé par l'USAID et mis en place par le FHI 360, a pour but d'accélérer les progrès en Afrique de l'Ouest en mettant l'accent sur les efforts des gouvernements. Et le projet n'a pas vocation de fournir tous les services. Donc il faut s'assurer que ces populations vont seulement avoir ces services, mais aussi que tous les intervenants qui interviennent sur ces populations travaillent dans le cadre de plans stratégiques nationaux et que les interventions qui mènent correspondent bien aux actions déjà réfléchies et mises en œuvre dans le pays. Le projet régional de 5 ans cible pour le moment 4 pays prioritaires, notamment le Burkina Faso, la Guinée, le Bénin, le Togo, et couvre 2 axes principaux. C'est la mise en place de centres d'excellence pour les populations clés. Ces centres d'excellence sont, j'allais dire, un creuset de bonnes pratiques. C'est vraiment une plateforme multidisciplinaire qui va travailler sur la problématique, mais la problématique de façon globale. Le Togo salue le soutien permanent des États-Unis d'Amérique, grâce à qui des efforts considérables sont faits en matière de lutte contre le VIH-Sida. L'ambassadeur des États-Unis au Togo réaffirme le soutien de son gouvernement pour une réduction drastique de la prévalence. Ce projet marquera un nouveau chapitre dans la longue lutte contre le sida
un combat dans lequel les États-Unis ont joué un rôle de premier plan. Pendant l'USAID, avec FHI 360, son partenaire de mise en œuvre, ne ménageront aucun effort dans ce sens et toujours en relation avec le dispositif des acteurs nationaux et régionaux engagés dans la lutte contre le sida. L'honneur revient au Togo d'abriter le siège régional de ce projet qui, à terme, entend établir des centres d'excellence pour les populations cibles afin d'améliorer la capacité et la qualité des programmes VIH-Sida. Il est 20h25 à l'étranger. Le rapprochement Rwanda-France acté. Paris a porté cet officiel son soutien à la candidature de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Emmanuel Macron a confirmé qu'il était favorable à cette candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères. L'élection aura lieu les 11 et 12 octobre prochains à Iverana. Retour chez nous, ce sont des actes de notre vie, actes de naissance, actes de mariage ou encore actes de décès, mais bien souvent négligés, faute d'informations sur leur nécessité. L'état civil de Lomé se fait le devoir d'expliquer leur importance. Séance ici avec le personnel de Edith Togo, Samuel Débé. L'acte de naissance, une pièce indispensable à un citoyen, est souvent négligé et truffé d'erreurs. Au Togo, seul un enfant sur 3 dispose de son acte de naissance correctement rempli. Les agents de l'Edith Togo sont ici à l'école de l'importance de cette pièce ainsi que des autres actes d'état civil. Suzanne Aho-Assouma, vice-présidente de la délégation spéciale de la commune de Lomé, a indiqué que l'acte de naissance permet de retracer les grands moments qui jalonnent la vie d'un citoyen. La déclaration d'un nouveau-né au Togo se fait dans un délai légal de 45 jours. Le demandeur doit retirer l'acte sur le champ afin d'éviter d'éventuelles erreurs. Passé ce délai, le parent doit adresser une requête à un tribunal pour un jugement supplétif à transcrire dans les registres d'état civil. En ce qui concerne le mariage, c'est important de le célébrer et ceci devant un officier d'état civil conformément à la loi en vigueur au Togo. L'acte de mariage constitue la pièce maîtresse dans le dossier de veuvage et de secours après le décès de l'un des conjoints, selon la vice-présidente. La rencontre a également permis aux participants de poser d'autres questions relatives à la corruption des agents d'état civil, aux causes et aux conséquences des mariages clandestins, entre autres. Cette causerie débat à l'Edith Togo vient marquer la fin de la tournée de sensibilisation de Suzanne Aho-Assouma dans les médias publics sur l'importance des actes d'état civil. Et voilà, reportage de Samuel Débé présenté par Ferdinand Tchazoua. Collecte, traitement et diffusion de l'information, 3 actes dans l'écriture journalistique maîtrisée, but de la formation initiée par le ministère de la Communication à l'intention des médias publics comme privés, 3 jours de formation qui devraient renforcer le professionnalisme chez les journalistes. Elie Aguanyadao, Lucassi. Les professionnels des médias publics et privés rompus à la tâche pour renforcer leurs connaissances et compétences sur le style journalistique, l'enrichissement des reportages et le journalisme reporter pour s'adapter à l'évolution technologique. Une formation qui leur permettra d'être plus professionnels dans la recherche, dans la collecte et dans le traitement des informations au profit des auditeurs, lecteurs et téléspectateurs. Désormais outillés sur l'écriture journalistique, ces hommes de médias repartent de cette formation comblée. Nous avons parlé de l'information, le traitement de l'information, comment chercher l'information, quelles sont les sources d'information que nous pouvons utiliser pour écrire nos journaux. Donc c'est une formation qui est aussi très pratique parce que nous sommes sortis sur le terrain, nous avons initié des reportages, ça va nous aider forcément à améliorer nos prestations. Cette formation nous a permis de découvrir certains secrets, certains styles de rédaction des reportages, comment animer la conférence de rédaction, les termes techniques
du journaliste. Ils sont à présent en mesure d'évaluer l'impact de leur production, du montage, du son et des flashs qu'ils réalisent sur l'auditoire. C'est la deuxième vague qui met fin aux séries de formations initiées par le ministère en charge de la communication avec l'appui du FNAF-PP. Ensemble, on a essayé de rédiger des flashs qu'on a présentés. Nous avons pu faire des amendements en ce qui concerne l'attaque. Comment commencer l'information qu'on a traitée à la rédaction, à l'antenne. Nous avons également rédigé ensemble des brèves. On a échangé sur les fondamentaux, sur la rédaction de la brève. Au niveau de la présentation du journal, nous avons senti qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. Donc, nous leur avons appris à le faire et de façon professionnelle. Nous avons constaté qu'au niveau de beaucoup de journaux, ils ne prévoient pas ce qu'on appelle l'oreille, le pied et puis la tête du journal. Donc, ensemble, on a essayé de le faire en créant un journal formation. Ces séances d'échange ont donc permis aux participants de réviser leur technique de travail afin de réaliser les reportages en parfaite autonomie et maîtriser la trilogie du journalisme télévisé, à savoir le commentaire sur l'image, le reportage et la présentation des journaux. Et vivement les papiers, les commentaires. Bientôt la Coupe du Monde de football. Attendu donc de bons commentaires sur les matchs. Ça démarre le 24 juin prochain. Et on en va goût déjà avec Claude Amand. Bonsoir. Bonsoir, c'est jeudi. Le rectificatif, c'est le 14 juin. 14 juin. Merci Claude. Okay. Alors bonsoir Claude, c'est jeudi, c'est le sport. Merci. On parle déjà des phases préfectorales des championnats scolaires. Oui, hier soir, samedi 19 mai à Sokone, plusieurs finales se sont déroulées, notamment en handball, en athlétisme et bien évidemment en football. Ces différentes finales ont connu des fortunes diverses, comme le précise Champion Touba. La phase régionale des championnats scolaires pour le compte de la centrale a été tout simplement dominée par Sokodé, le chef-lieu de cette région qui couvre une superficie de 13 500 km² et compte 4 préfectures, Blita, Sotouboua, Tchamba et Tchaoudjo. Au football par exemple, la suprématie de Sokodé n'a pas été démentie, que ce soit chez les seniors, cadets et benjamins. Ici, le lycée d'enseignement technique et professionnel de la localité, le CG Aviation et le PP Nada ont été sacrés champions de leur catégorie face respectivement à leurs homologues de Tchamba et Sotouboua. Du football au hand, le chemin si court et c'est le CG Passoua qui s'est imposé. Enfin en athlétisme, l'Imazia Solom de Tchamba et Simliwa Koboyo d'Adjengre ont pris le défi au 100 et 200 mètres. Tandis qu'Amidou Faouzan de Sokodé a remporté au saut en longueur avec un saut de 4,32 m. Après tout ceci, le directeur régional des sports peut souffler. Je veux que l'État aide davantage le ministère en charge des sports pour que vraiment les championnats scolaires vraiment puissent reprendre de façon comme ça le faisait dans le temps et vraiment mettre les moyens au niveau du ministère des Sports, en charge des sports, pour que vraiment les championnats scolaires puissent bien se dérouler dans de bonnes conditions. Et on projette une phase nationale dans les prochains jours et prochains mois. Et son excellence le ministre Guy Major-Raison a rassuré le directeur des sports qu'il y aura les phases nationales. La phase régionale terminée, la centrale attend au même titre que les autres régions, celle nationale dans les prochains jours. Et voilà donc Claude, un peu de régal aussi, mais on va d'abord parler donc du deuxième sujet qui se passe notamment à Kara. Et là il s'agit justement de football. Oui, Gerson, elles étaient au total 21 équipes à prendre part à la compétition en évoluant dans la catégorie des benjamins pour les cours primaires, celle des cadets pour les CG, enfin les juniors et seniors combinés au niveau des lycées. Nestor Pedro Mouzou depuis Kara pour le résumé. Cette année, dans la région de la Kara, le championnat scolaire de football s'est joué en une seule journée. 4 sites ont été retenus. Le terrain de l'université de Kara pour les benjamins, les élèves du cours primaire. Celui du CG Kara Toumde a été le théâtre des rencontres de la catégorie cadette, ce qui correspond aux élèves des collèges. Le terrain Batascom et le stade municipal ont vu évoluer les juniors seniors, l'équivalent des élèves des lycées. Dans chaque catégorie, 7 équipes se sont présentées, chacune représentant une des 7 préfectures qui composent la région de la Kara. Au total, ça me fait 21 rencontres.
Donc nous avons fait deux poules de chaque catégorie. Dans la première poule, il y a 3 équipes et dans l'autre poule, il y a 4 équipes. Donc au niveau de 4, ils font éliminatoire direct. Ça veut dire qu'ils font en même temps, après le premier match, on dégage l'équipe qui est qualifiée à l'issue de la confrontation. Après le deuxième match, ils dégagent les 2 finalistes. Au niveau des 3, ils font 2 triangles. Ça veut dire qu'ils jouent entre eux et la meilleure équipe. Ça veut dire celle qui a réussi à remporter devient maintenant l'équipe finaliste pour sa poule. Vraiment, nous sommes satisfaits et nous remercions les premiers responsables qui nous donnent cette opportunité pour que nos jeunes scolaires puissent s'épanouir. Chez les Benjamins, le PP Nkassaïd d'Assoli bat le PP Central Bassar 4-2 au tir au but, temps réglementaire 1-1. Dans la catégorie des cadets, le CG de Mabolé de Grenkuka dans la préfecture de Danken a pris le meilleur sur le CG Elouida Assoli sur le score de 1-0. Au niveau de la catégorie junior-senior, le lycée Kara 1 bat au tir au but le lycée de Bafilo 4-3 après le temps réglementaire qui s'est soldé par un match nul et vierge. Le PP Nkassaïd, le CG Mabolé et le lycée Kara 1 vont représenter la région de la Kara à la phase nationale. Voilà, c'est tout pour la part des sports de ce soir, mais j'espère que tu n'as pas oublié la grande finale de la Ligue des Champions de samedi entre le Real et Liverpool. Real et Liverpool, eh bien nous serons devant nos postes téléviseurs. Un pronostic? Un pronostic que le meilleur gagne. Merci beaucoup Claude. Tout à l'heure à partir de 21h, vous suivrez sur notre antenne l'émission, le magazine Jeudi FM de Lys Djamil. Les invités, vous les voyez, sont déjà en place. L'émission consacrée aujourd'hui à une vie après la fistule. Rendez-vous donc tout à l'heure. Merci et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez, à Motchin et partout dans le Hao. Comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.